Alors, Jacques Semelin, à vous, mais auparavant, tout de même, une petite provocation de ma part. Vous savez que Plaute, repris par Thomas Hobbes, a déclaré un jour que l'homme était un loup pour l'homme. Vous êtes d'accord avec cette expression? Vous commencez fort. Quelle supercherie intellectuelle. Alors, pour y répondre, juste un petit rappel, et je suis sûr que Boris le dira encore mieux que moi. Il faut distinguer ce qu'on appelle l'agressivité entre les espèces et l'agressivité au sein des espèces. Tout le problème, c'est la délimitation, la définition de la guerre à travers cela. Un loup, non, plutôt un lion. Un lion qui dévore une antilope ne fait que se nourrir. C'est pas la guerre. Bien sûr, il y a des combats entre lions mâles pour prendre la domination du groupe, mais ce n'est pas la guerre. Ce sont des combats ritualisés qui sont dans l'interaction. Il y en a un qui va être vaincu. Parfois, il est exclu du groupe, ou simplement il reprend sa position dans le groupe en étant individu soumis. Et voilà, ce n'est pas la guerre, parce qu'il y a des inhibiteurs au sein des espèces qui permettent d'éviter le pire, même si parfois il y a une certaine cruauté, s'il y a des individus qui sont exclus du groupe. La guerre, c'est tout à fait autre chose. La guerre, c'est une entreprise collective, c'est un phénomène social à travers lequel les individus d'une même espèce vont s'autodétruire. Et malheureusement, c'est le cas de l'homme. C'est-à-dire que oui, l'homme fait partie de l'espèce animale, si on peut dire, mais il n'a malheureusement pas ces inhibiteurs qui vont réguler son agression, qui vont réguler son agressivité. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Non, réfléchissons bien, c'est une affirmation erronée et hypocrite, parce que c'est une façon, bien sûr, de justifier notre propre penchant à la guerre sur les dos des animaux. Ils ne peuvent pas nous répondre, trop facile. Donc voilà la première réalité, je dirais presque tragique. Alors je sais pas, bon, on peut mettre Dieu là-dedans. Hein, est-ce que bon, Dieu existe, je ne sais pas, mais si pour ceux qui croient à Dieu, eh bien Dieu laisse aux hommes la liberté absolument tragique de s'autodétruire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas des inhibiteurs, malgré tout, ces pauvres êtres humains. Ça va être le regard, ça va être le visage, ça va être les yeux, qui peuvent parfois être inhibiteurs de la violence. Et c'est justement pourquoi, vous l'avez vu dans des films, on vous raconté dans des récits divers, on va mettre une cagoule sur le prisonnier qu'on va exécuter, on va mettre un bandeau, on va le faire agenouiller et on va l'égorger par derrière, comme si c'était un animal. Voilà, c'est un moyen de briser cette possible inhibition par le regard du visage de l'autre. Pensons à la belle approche philosophique d'Emmanuel Levinas, à travers le visage de l'autre. Mais on sait bien que cette possibilité d'être inhibé dans sa violence à travers le visage est très fragile, parce que il y a toujours la peur de l'attaque. Et s'il y a quelque chose de commun entre l'animal et l'homme, c'est justement peut-être cette réaction primaire de peur. Alors bon, là encore, je pense que Boris pourrait le développer. C'est la partie la plus ancienne du cerveau, c'est l'amygdale chez le nourrisson, et c'est le centre des émotions et de la réaction primaire de peur. Voilà ce qu'on a en commun avec les animaux sur ce point-là. Mais c'est rien à voir, encore une fois, avec ce phénomène collectif de la guerre. Alors parlons plus de la guerre. Pour moi, si vous voulez, c'est un processus
mentale et émotionnelle. Elle se fonde au moins sur 3 ou 4 lignes de force que je vais présenter de façon évidemment très schématique. La première, c'est la création de la relation ami-ennemi. Je dis la création parce que vous avez des intellectuels, vous avez des idéologues qui vont contribuer à faire cela, à polariser les identités, qu'elles soient religieuses, politiques, identitaires, ethniques, tout ce que vous voulez. Donc vous avez un penseur qui est très important ici, c'est Carl Schmitt, qui affirme que la guerre procède justement de cette essence du politique, donc de cette polarisation ami-ennemi, avant même le déclenchement de la guerre. Mais dans la guerre, bien sûr, dès que la guerre commence, elle va être à son incandescence. Et les esprits les plus brillants peuvent être pris dans cette catégorisation. Je pense par exemple à un autre philosophe qui s'appelle Henri Bergson, au début de la guerre de 14. Relisez certains textes de Bergson en 14-15. Ils sont d'une violence inouïe contre celui qu'on présente comme le Boche. Le deuxième processus sur lequel je voudrais insister, c'est que, bien sûr, c'est un processus émotionnel. C'est une manière de dire nous contre eux. Nous, c'est-à-dire au nom de la conception de notre groupe, la patrie, le nationalisme, mais ça peut être aussi la religion, mais ça peut être aussi au nom d'une conception de la liberté, de la paix. On va se justifier le fait d'entrer en guerre. Donc c'est un processus émotionnel, si vous voulez aussi. Voyez les travaux de l'anthropologue Benedict Andersen. Comment on dit « nous ». La communauté imaginée, créer de l'imaginaire. Un imaginaire qui va faire en sorte qu'on va faire une clôture avec les autres dont on dit qu'ils ne ressemblent pas et dont on dit qu'ils sont nos ennemis. Ce processus-là est fondamental. Et ce processus-là va conduire, dans des circonstances X ou Y, au passage à l'acte. Alors bien sûr, le passage à l'acte, je n'ai pas du tout développé ça, parce qu'on aurait pour des jours. La guerre, elle se fait pour des mobiles aussi très intéressés, économiques, conquête des richesses, la puissance, la recherche du pouvoir, les réalités de puissance, etc. Mais ce dont nous parlons aussi peut-être aujourd'hui ici, c'est cette logique du passage à l'acte qui va faire en sorte que des individus qui étaient pacifiques vont tout d'un coup être invités à faire la guerre, soit ils y sont obligés, soit ils y sont contraints, mais peut-être que parfois ils vont finir par l'aimer. Les hommes peuvent aimer la guerre. Et je vous ai apporté une citation d'un philosophe qui s'appelle Joseph de Maistre et que Jacques va lire au moins quelques lignes. Les caractères les plus doux aiment la guerre, la désirent et la font avec passion. Au premier signal, ce jeune homme aimable, élevé dans l'horreur de la violence et du sang, s'élance du foyer paternel et court les armes à la main chercher sur le champ de bataille ce qu'il appelle l'ennemi, sans savoir encore ce que c'est qu'un ennemi. Le sang qui ruisselle ne fait que l'animer à répandre le sien et celui des autres. Il s'enflamme par degrés. Il en viendra jusqu'à l'enthousiasme du carnage. Devrais-je être aussi provocateur avec une autre phrase d'un grand historien de la guerre qui s'appelle Martin von Crevelt. Je voulais dire juste comme ça, les hommes aiment la guerre et les femmes aiment les guerriers. Fin de citation. Le troisième pôle, quatrième, je ne sais plus, et puis je vais m'arrêter là sur la logique de la guerre, c'est que ce processus du nous, évidemment, est inséparable de l'autre pôle qui est le « eux », qu'il s'agit de ratatiner, dont on va ratatiner l'humanité. Alors c'est déjà à l'œuvre au tout début, dans cette polarisation ami-ennemi, mais dans la guerre, il va se renforcer. Et c'est par là que
on va se convaincre qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'une chose, qu'il n'est qu'un déchet, qu'il n'est quelque chose qui doit être anéanti. Et je vous ai apporté aussi une autre citation de notre grande philosophe Simone Weil, dans une correspondance à Bernanos, Georges Bernanos, au moment de la guerre d'Espagne. J'ai eu le sentiment que les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix. Il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer, quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment, ni blâme, on tue. Ou du moins, on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Si par hasard on éprouve un peu de dégoût, on le tait et bientôt on l'étouffe de peur de paraître manquer de virilité. Vous voyez, on voit bien le processus collectif, mais l'acteur même, le guerrier, est pris dans cette tourmente. Il vit comme une sorte de métamorphose. Et on n'a pas besoin d'être nazi pour ça. On a simplement besoin d'être pris dans la logique de guerre. Dois-je vous rappeler que les militaires américains dans la guerre du Japon, contre le Japon en 1944-1945, ramenaient des trophées de guerre qui étaient des parties du corps des soldats vaincus. Alors ce processus-là peut aller encore plus loin, ça s'appelle le génocide. J'ai beaucoup travaillé sur cette dynamique-là, puisque guerre et génocide vont de pair, et on est là dans un processus d'anéantissement total qui va faire que ce eux-là qu'on finalement déteste, dont on pense qu'il est la représentation du mal, on va vouloir le mettre totalement en dehors de l'humanité. Donc il y a de quoi véritablement désespérer de l'homme dans cette capacité à s'autodétruire. Maintenant, regardons plus vite peut-être, mais c'est essentiel, l'autre aspect, parce que le même Joseph de Maistre, dans ce même texte sur la guerre, dit « L'homme, malgré sa capacité à se dégrader lui-même, est aussi susceptible d'aimer. » Ouf, hein. La compassion est aussi naturelle pour lui que la respiration. Intéressant. Alors, on peut l'appliquer à la question du génocide, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire que, on dirait que Hitler menait deux guerres, n'est-ce pas? Il y avait la guerre contre les Alliés, mais il y avait aussi la guerre contre les Juifs. Il l'a gagné dans bien des endroits, surtout à l'Est, surtout en Pologne. 90% des Juifs polonais ont été exterminés. Aux Pays-Bas, c'est moins connu, 75% ont été exterminés. C'est toujours un drame national. Et parfois, cette guerre contre les Juifs a été contrariée, et en particulier en France. Bien sûr, pas complètement. Malheureusement, 25% ont été exterminés, mais une large majorité des Juifs en France ont survécu, 75%. Alors, comment expliquer ça? Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de causes. C'est multifactoriel, c'est justement le thème de mon dernier livre. Il y a d'abord la capacité des Juifs à se sauver eux-mêmes, à tenter de faire preuve de résilience. Et nous en avons un exemple illustre ce soir avec nous. Mais il n'y a pas de raison de penser que les Juifs polonais n'avaient pas aussi cette capacité de résilience. Il faut tenir compte du milieu social dans lequel ils sont. Et il se trouve que là, il y a une différence importante entre la Pologne et la France. Et c'est ça qui est intéressant dans notre pays, c'est-à-dire qu'à l'été 1942, c'est-à-dire que les 2 premières années, on est dans cette catégorisation, eux, nous, les Juifs, les autres, etc., et que les Français sont indifférents. Eh bien, à partir de l'été 42, quand on arrête les femmes et les enfants, vous avez ces réactions de compassion en dépit des idéologies et en dépit peut-être des préjugés antisémites qui existaient chez les Français. Et là, on va trouver des inhibiteurs. Je me suis mis dans la logique de cette conférence. Les inhibiteurs, c'est les enfants. Les enfants, les gens sont choqués qu'on arrête des enfants. Vous avez une phrase de François Mauriac qui est extraordinaire, qui est écrite dans ses cahiers noirs. Je la cite de mémoire. « À quelle époque les enfants ont-ils été arrachés à leur mère, entassés dans des wagons à bestiaux, comme je les ai vus,
par ce matin sombre à la gare d'Austerlitz. Et puis vous avez le fait qu'on s'en prend aux familles. Et là, vous avez, bien sûr, la France est largement catholique à l'époque, la lettre pastorale de Saliège, de Monseigneur Saliège à Toulouse, je cite cette phrase aussi de mémoire: les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Fin de citation. Donc vous voyez, c'est ce que j'appellerais deux inhibiteurs d'une limite à ne pas dépasser. Puis vous avez un troisième facteur très important et qui est très méconnu encore dans notre pays, c'est l'héritage républicain. Si Vichy a aboli la République, il n'a pas aboli dans ce pays l'héritage républicain de l'intégration des Juifs à la nation depuis plus d'un siècle. Près de 90% des Français israélites, des Juifs français, ont survécu à la Shoah. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient considérés comme semblables à chacun des Français. Ils avaient peut-être cette confession israélite, encore ils ne le revendiquaient pas nécessairement, mais ça a fait frein, au moins en partie, parce que la dernière année de la guerre, quand le pays est absolument été pris en charge par les nazis, les Français israélites ont été aussi exterminés en partie. Donc voilà un exemple, on va dire, un petit peu plus réconfortant. Voilà, je savais, mais justement, j'ai presque terminé. Il y a un exemple que j'ai oublié, mais c'est pas grave, peut-être je le redonnerai. Conclusion, eh bien, cette formule, vous savez, cette invention juridique de 1945, qui est à mon avis une des fondamentales, la notion de crime contre l'humanité. Réfléchissons à ce que ça veut dire, crime contre l'humanité. Mais c'est un crime de l'homme contre l'homme. Et alors, pour éviter le crime contre l'humanité, il faudrait qu'on devienne des animaux. Ah non, c'est pas possible. Donc, c'est un crime humain, trop humain. Merci. Merci Jacques Semelin. Je crois que votre dernier propos était tout de même dans l'horreur optimiste d'une certaine manière, et vous avez tendu la perche directement à Boris Cyrulnik, que je n'ai pas pris le temps de présenter. Mais encore une fois, est-ce qu'on présente Boris Cyrulnik aujourd'hui ? Tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. Je veux quand même dire que vous êtes médecin à l'origine. Vous avez un parcours de formation un petit peu zigzagant parce que c'est votre style, une curiosité tous azimuts. Et donc, vous avez fait de la psychiatrie, et vous en faites toujours, et vous faites de l'éthologie, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'animal, et à l'animal humain, évidemment, de ce fait. Mais nous vous écoutons, et là encore, avant que l'un et l'autre puissiez réagir par rapport aux propos entendus. Alors merci de me présenter avec tant d'indulgence. C'est vrai que mon parcours a été zigzagant parce que j'étais praticien et que quand on travaille dans un laboratoire, on peut réduire notre objet de science, mais quand on est praticien, on ne peut pas réduire la personne qui est à côté de nous. Elle s'assoit avec son corps, son cerveau, ses fesses, son histoire, sa religion, son passé. Et nous, praticiens, on est obligé d'intégrer ces données hétérogènes parce qu'on a une personne en face de nous et non pas un objet de laboratoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'objets de laboratoire. Mais on a besoin d'un va-et-vient entre les deux. Alors effectivement, j'ai fait de la neurologie. J'ai été neurologue et ça revient à la mode actuellement et ça peut permettre un peu tenter de répondre à votre question. Mais on va commencer par 2 phrases sur l'éthologie animale, parce qu'il y a aussi l'éthologie humaine, qui est l'éthologie de nos bébés préverbaux, et l'éthologie de nous-mêmes quand on parle et qu'on a un paralangage. C'est-à-dire, quand on parle, on fait des gestes, il y a une musique des mots qui participe à la communication. Et ça aussi, c'est l'éthologie, c'est pas le contenu des mots, c'est la manière des mots, c'est qui participe à la communication. Si je dis, par exemple, « mais oui, je t'aime », ça veut dire le contraire. La musique de mes mots dit le contraire du contenu de mes mots. Vous fâchez pas. Alors, donc, en éthologie animale, on constate qu'il y a un phénomène curieux
du vivant, c'est que le vivant, d'abord, meurt un jour ou l'autre, et que pour ne pas mourir tout de suite, le vivant est contraint à se nourrir de l'autre. Et là, on entre dans les phénomènes de survie. Et comme l'a dit Jacques Semelin, est-ce qu'un lion qui mange une gazelle fait la guerre? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est violent? C'est même pas sûr. Moi, j'ai vu une fois une lionne manger un zèbre en se frottant amoureusement contre le zèbre qu'elle était en train de manger. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'agression. Quand un lion ou un chien ou un chat agresse, son poil se hérisse. Or là, la lionne mangeait amoureusement, comme nous, quand on cueille une fleur, on cueille la fleur, on la condamne à mort, il n'y a aucune agressivité, aucune violence. Donc je pense que dans le monde animal, il n'y a pas de guerre, même quand on voit des groupes animaux se battre avec les autres, ou même quand on voit des mâles se battre, on voit aussi des femelles attaquer des mâles. Hein, c'est-à-dire que le féminisme existe aussi chez les mammifères non humains. Et on voit les femelles se groupent pour attaquer les mâles, et les mâles tiennent compte, quand ils ont 5 ou 6 femelles contre elles, les mâles battent en retraite. Est-ce que c'est la guerre? Non, c'est la gestion des émotions qui nous permettent de vivre ensemble. On ne peut pas tout se permettre. Lorsqu'un mâle entre, certaines femelles se groupent pour le freiner. Lorsque des mâles entre eux convoitent la même femelle, il y a des rituels d'interaction que nous, humains, on appelle bagarre. C'est plus de l'ordre de la bagarre que de la guerre. Parce que pour parler de guerre, il faut parler d'une représentation verbale, un récit qui nous permet de justifier qu'on va se grouper, on va fabriquer des armes, on va fabriquer des récits qui vont légitimer notre intention de détruire le groupe voisin qui n'a pas notre couleur de peau, qui ne pense pas comme nous, qui n'a pas la même croyance. Là, on peut parler de guerre. Et là, bien sûr, on parle de génocide. On peut parler aussi de génocide. Chez les animaux, on parle plutôt d'interaction. C'est d'interaction qui leur permettent, par exemple, le loup, dont votre copain Hobbes parle. Le loup, eh bien, il y a des rituels d'interaction qui fait que les loups ne se détruisent pas entre eux. C'est-à-dire que Hobbes s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule. C'est-à-dire, lorsque un loup prend trop d'espace ou prend trop d'aliments, un autre loup le menace. Et le loup dominé offre ses babines et le loup dominant le lèche, lui donne un coup et l'interaction s'arrête. Il y a donc un mécanisme régulateur de la violence, ou alors lorsqu'il y a des phénomènes de compétition pour la domination, un des deux loups qui accepte la domination se couche sur le dos, comme on le voit faire à nos chiens. Il se couche sur le dos, offre la partie vulnérable du ventre et ça arrête l'agression du chien ou du loup dominant. Donc le loup n'est pas un homme pour le loup. Attendez, je me perds un peu. Le loup est un homme pour le loup. Non, le loup est. Attendez, aidez-moi un peu. Ça veut dire que Hobbes a tort, voilà. Parce qu'il y a des mécanismes de régulation de la violence qui permet au loup de coexister sans se détruire, le contraire de la guerre. Alors, on arrive dans le monde vivant, on met longtemps à arriver à la parole, et puisque nos propres enfants arrivent à la parole seulement à partir du 20e mois, après la naissance. Vous avez sûrement remarqué qu'aucun de nos bébés ne parle le jour de sa naissance. Il y en a un seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « À boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, les bébés attendent à peu près le 20e mois pour tenter l'aventure de la parole. Et là, il y a une mue, il chante comme la chenille se mue en papillon, et là, on entre dans le monde humain, le monde de l'artifice, artifice de l'outil, plus tard l'artifice de l'arme, artifice du verbe,
plus tard, artifice du récit qui va légitimer la destruction de l'autre. Et là, alors avant d'arriver à ça, il y a les guerres, il y a les combats de gestion des émotions. Laisse-moi un peu ta place, ne prends pas toute la gamelle, je te menace, tu me casses les pieds. Ça, c'est des rituels d'agression, ad gredior. Je vais dans ton territoire et je te dis que tu manges trop, tu te prends trop de place, mais je veux pas ta destruction, je veux pas ta mort. Il suffit que tu me laisses ma part de place et j'arrête l'agression. Alors ça, c'est les guerres, c'est la régulation rituelle de l'agression qui nous permet, nous, être vivants, animaux ou non humains ou animaux humains, qui nous permet de vivre ensemble. Il y a des guerres de survie. Alors, dans les guerres d'Assyrie, où ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est que quand un village n'a plus d'eau et n'a plus à manger parce que la terre est mauvaise. Et à côté, il y a une bonne terre, il y a des sources. Dans le village, et ces deux villages se détestent pour des raisons historiques. Et vous avez parlé des petits Kosovars tout à l'heure, des deux gamines adorables qui sont venues me chercher à la gare, à l'aéroport. Eh bien, au Kosovo, où j'ai travaillé avec Kouchner, il y a la loi du Kanun. C'est-à-dire que là, on se fait la guerre entre vallées, on ne sait plus pourquoi. Parce qu'il y a quelques siècles, il y a eu un règlement de compte et on a un mort de plus que la vallée d'à côté, donc il y a du sang à reprendre. C'est-à-dire que là, on est en plein récit, coupé de la réalité sensible. Et ce récit peut être logique, mais il est coupé de la réalité. Donc c'est la définition du délire. Le délire, c'est pas que psychotique. Délira, je me prive de l'ira du sillon. C'est-à-dire que j'ai un récit qui peut être cohérent, mais qui ne désigne plus rien du monde sensible. Et ça permet aux psychanalystes de faire la différence entre les névrosés qui bâtissent des châteaux en Espagne, les psychotiques qui, eux, habitent les châteaux en Espagne, et les psychiatres qui touchent les loyers. Donc le mot délire, c'est logique. C'est-à-dire que nous tous dans cette salle, si on adhère trop à un récit coupé de la réalité sensible, on délire sans être psychotique. Et là, on peut se laisser piéger, comme l'a dit Jacques Semelin tout à l'heure, on peut se laisser entraîner dans un récit coupé des autres, et c'est au nom de la morale qu'on peut vouloir la mort des autres. Parce que quand on parlait avec Tsvetan Todorov, on a été d'accord pour dire que c'est souvent au nom de l'humanité qu'ont été commis la plupart des crimes contre l'humanité. Faut pas oublier que c'est ce que je propose d'appeler la morale perverse. Faut pas oublier que le nazisme a tué 50 millions d'hommes sur la planète et a commencé à exterminer 6 millions de juifs européens sur un peuple de 9 millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants, au nom de la morale. C'est-à-dire que cette extermination, vouloir l'élimination, non pas d'un peuple, mais vouloir l'élimination de l'idée qu'on se faisait de ce peuple. On est dans un monde d'idées coupées de la réalité sensible, et c'est probablement pour ça qu'en France, il y a eu beaucoup moins de juifs tués que dans d'autres pays. Et notamment à Dieulefit, le maire était pétainiste, c'est-à-dire que la population avait voté pour ce maire. Quand les juifs belges sont arrivés à Dieulefit, toute la population les a protégés. Le maire a pris 6 enfants chez lui, les a protégés. Il n'y a pas eu une seule dénonciation, alors qu'ils étaient pétainistes. C'est-à-dire qu'on voit que on n'a pas le raisonnement, le bien d'un côté, le mal. Ça, c'est le raisonnement binaire qui normalement disparaît à l'âge de 7 ans. Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, on a des catégories claires. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Et en vieillissant, avec un peu d'expérience, on se rend compte qu'on est plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme, plus ou moins femme. Mais pour ça, il faut avoir de l'expérience de la vie. Alors, cette notion de morale perverse, elle s'explique aujourd'hui par la neuroimagerie. On sait que lorsqu'un enfant a été privé de sécurité au cours des mois préverbaux,
son cerveau est complètement modifié, il dysfonctionne, il fonctionne mal, on le photographie, on le mesure, on sait qu'un bébé isolé ou qui vit dans un milieu de carence affective a une hypotrophie, une atrophie de ses deux lobes préfrontaux, du système limbique, l'anneau à la face interne des hémisphères, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Il a une altération cérébrale qui, si elle dure trop longtemps, va devenir anatomique. Et il a une altération cérébrale parce qu'il a été en carence affective au cours des premiers mois de sa vie. Alors un raisonnement comme ça, c'est anticartésien au possible, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre. C'est-à-dire que l'un agit sur l'autre, les deux agissent sur l'autre, le corps sur l'âme et l'âme sur le corps. Ce qui fait qu'on peut très bien, le plus logiquement du monde, vivre dans un monde cohérent mais coupé de la réalité. Et là, tous les crimes sont permis, les génocides, sans aucune culpabilité. Puisque si dans la représentation, on se représente qu'il est moral d'éliminer les juifs, les tziganes, les tutsis, les arméniens, tous l'autogénocide du Cambodge, tous ces génocides sont légitimés par un récit cohérent, mais coupé de la réalité sensible. Il est cohérent parce que ces récits disent si on doit tuer tous les Arméniens parce que sinon ils vont pactiser avec les Russes et vont nous trahir, on doit tuer les Tutsis parce que sinon ils sont plus riches que nous et plus cultivés que nous, on doit tuer les Juifs parce qu'ils complotent et qu'ils vont posséder le monde, c'est donc au nom du bien, c'est au nom de la morale qu'il faut les tuer, ce qui fait que prisonniers d'un seul récit, je suis en train de définir le langage totalitaire, si on est prisonnier d'un seul récit, l'autre n'existe plus. Il n'y a plus d'altérité. Donc, on peut très bien tuer des millions de personnes et rentrer chez soi et redevenir un gentil papa. Et en disant ça, je pense à Rudolf Höss, le directeur du camp d'Auschwitz. Pas Rudolf Hess, hein, Rudolf Höss, le directeur. Dans Penguin, vous trouverez en anglais, c'est pas traduit, mais vous trouverez le compte-rendu des psychiatres et des psychologues qui font les analyses psychologiques des inculpés de Nuremberg. Et vous tomberez sur une page stupéfiante où Rudolf Höss dit à Goldenson, le psychiatre qui l'interroge, il lui dit « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Comment comprendre ça ? Il explique, je m'entendais très bien avec ma femme, j'avais trois enfants que j'aimais beaucoup, j'aimais m'en occuper, j'avais une maisonnette à l'entrée du camp, c'était vraiment un moment heureux, et vous savez, j'avais aussi un métier bien difficile parce que je devais chaque jour faire partir en fumée 10 000 corps. C'était pas des êtres humains, c'était pas des personnes, c'était des Stücken, ein Stück. C'est pas des personnes. Où est le crime de faire partir 10 000 morceaux de bois dans un four? Où est le crime? C'est pas un crime. Quand les Hutus ont massacré les Tutsis, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est pas un crime, c'est des cancrelats. On écrase un cancrelat, c'est pas un crime. Donc, pour continuer ce que Jacques Semelin nous a proposé, c'est qu'on est prisonnier d'un récit qui est un langage totalitaire. On parlait de ça avec le rabbin Waknin. Alors, il me disait très joliment, 1, c'est le langage totalitaire, 2, c'est le langage démocratique. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est rabbin, donc il était inspiré par la Kabbale, hein, donc il est inspiré par la Kabbale. Mais cette manière de parler m'a convenu, parce que si on se laisse piéger par un récit, celui de la certitude qui dit la vérité, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce récit méritent d'être torturés, déportés, excommuniés, brûlés, au nom de la morale, puisqu'ils ne participent pas au récit de notre maître à tous, qui est le chef, qui ne peut pas se tromper. En revanche, dès qu'il y a deux, il y a le débat, puisqu'on n'est jamais d'accord.
On n'a pas le même âge, on n'a pas le même sexe, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord? Donc dès qu'il y a deux, commence la démocratie et le conflit, comme vous allez le voir maintenant. Je ne suis pas certain que le conflit va advenir quand vous ayez entendu l'un et l'autre. Alors bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je la ramène trop avec mon collègue Hobbes et sa formule très souvent commentée. En effet, l'homme est un loup pour l'homme, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas gentil du tout pour les loups. Et merci de cette précision. Mais je vais la ramener quand même sur un autre plan. C'est ce cher Descartes. Le pauvre Descartes, il est mangé à toutes les sauces. Vous venez de dire vous-même qu'il était terriblement dualiste. Je crois que ceux qui connaissent bien Descartes, et nous avons la chance à Nantes d'avoir le meilleur spécialiste de Descartes, savent que Descartes n'était pas si dualiste que ça, et que, après avoir distingué l'âme et le corps, il les a tout de même très bien réunifiés. Je vous donnerai quelques textes, s'il le faut. Bon, c'est qu'une parenthèse non, c'est pas une mesquine. parenthèse. C'est passionnant, parce que j'ai presque fini le traité des passions. L'union de l'âme et du corps, il n'y a pas une seule phrase où il parle de la glande pinéale. Non, bien sûr, il a abandonné cette affaire de glande pinéale, mais on ne va pas ici encombrer les non-spécialistes de ce genre de considération. Mais dès le discours de la méthode, il parle du vrai homme, et le vrai homme, c'est bien l'unité totale de l'âme et du corps. Il y a une correspondance avec la reine Élisabeth qui va exactement dans le même sens, mais de cela nous reparlerons au dîner ce soir ensemble. Mais donc, si vous voulez du conflit, voilà, je peux vous proposer un match en off, si vous voulez. Alors très sérieusement, tous les deux, vous avez prononcé ce mot terrible de crime contre l'humanité. Est-ce que je vous ai bien compris l'un et l'autre quand vous avez dit que finalement, le crime contre l'humanité, c'était le crime contre l'humanité de l'humain, c'est-à-dire le déni de l'appartenance à la communauté humaine qui faisait qu'on avait été obligé d'inventer un nouveau crime. Les juristes internationaux ont été obligés d'inventer une nouvelle appellation. Tous les crimes sont ignobles, chacun le sait, mais ce crime contre l'humanité décide qu'il n'y a pas d'appartenance à l'humanité, et par conséquent, tout le reste est possible. Les génocides, la réduction en esclavage, et il me semble que c'est ce que vous avez essayé d'énoncer. C'est quand même une innovation considérable dans notre prise de conscience de ce qui se produit. Est-ce que je me trompe? Mais vous pouvez, Jacques Semelin, réagir à ce que je dis, mais réagir aussi à ce que vous avez entendu de la part de votre ami et néanmoins collègue qui cherchait le conflit, mais l'aura-t-il? J'en suis pas sûr. Je suis vraiment proche de tout ce que Boris Cyrulnik a pu dire. Et s'agissant de Descartes, je ne sais pas si c'est une manière de vous réconcilier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé de la guerre ou voire du basculement vers le génocide comme un processus à la fois mental et émotionnel. Donc ça mêle, de mon point de vue, à la fois le corps et l'esprit. C'est une manière d'être entièrement dans cette action de destruction au nom de la morale. Et là, je rejoins ce que vient de dire aussi Boris Cyrulnik. Moi, j'ajouterais aussi au nom de la religion, au nom de Dieu. Et là, aucune religion n'est à mettre de côté. C'est vrai des musulmans aujourd'hui, c'est vrai des catholiques, ça peut être vrai aussi des juifs. On a beaucoup massacré dans l'histoire au nom d'une conception de la pureté pour détruire un autre qui est perçu comme impur. Donc, pour moi, ce processus mental est effectivement proprement humain. Et sans aller à la guerre, quand je pense à cette autre pratique horrible qu'est la torture, je suis toujours terrifié de toujours me souvenir que, en fait, les animaux, que je sache, ne se torturent pas. Il n'y a que l'homme qui est capable de faire ça. Et pourquoi il est capable de faire ces violences sur le corps d'un autre? Eh bien, c'est précisément du fait qu'il projette chez cet autre
une vision d'un ennemi ou d'un corps, une vision d'un ennemi à faire parler. En fait, en réalité, quand on pense à la torture, à faire taire ou à jouir. Il y a aussi cette dimension émotionnelle. Donc, je crois que c'est par là qu'on peut vraiment comprendre la genèse d'un processus de destruction, et c'est en prenant conscience que tout se joue, et là c'était un pont avec Boris Cyrulnik aussi, à travers en fait le développement phénoménal de ce que nous avons acquis en différence avec les animaux, c'est-à-dire notre cerveau. C'est par le cerveau qu'on peut se représenter cet autre à anéantir, et c'est aussi par ce cerveau qu'on va avoir la capacité de construire des outils de destruction depuis le néolithique, depuis l'âge de fer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'ennemi ne soit plus qu'un point sur un écran d'ordinateur. Il y a cette dimension de la sophistication de la représentation d'un autre qui n'est plus rien, en fait, y compris d'un point de vue informatique. Alors, pour le côté un petit peu plus positif, dans le génocide, il y a des processus... Non, avant, je voudrais parler de ce que vous avez dit de Rudolf Höss. Ça m'a fait penser à l'itinéraire d'un Franz Stangl. Todorov aimait beaucoup ce livre. J'ai connu aussi Todorov et je regrette beaucoup qu'il nous ait quittés. Franz Stangl, il y a eu un livre extraordinaire qui a été écrit, c'est une biographie par une journaliste qui s'appelle Gita Sereny. Et on voit comment un policier autrichien quelconque, on va dire, va progresser dans la hiérarchie SS jusqu'à se retrouver d'abord comme un des acteurs de l'opération T4, c'est-à-dire d'extermination des malades mentaux dans la région de Berlin, déjà à la fin des années 30, et puis ensuite il est devenu commandant de Treblinka. Donc on va dire qu'il a fait une belle carrière dans l'appareil nazi. Il s'est fait prendre, il a été jugé, il est en prison, et là Gita Sereny l'interview. C'est extraordinaire parce qu'il est jugé, il sait qu'il va finir sa vie en prison. Donc il va pouvoir raconter tout ce qui s'est passé. Et en même temps, Gita Sereny, elle veut interviewer aussi son épouse, sa famille. Donc vous avez une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé. Et donc, lui, il estime qu'il a perdu son âme, si j'ose dire, quand les nazis lui ont demandé de renier la religion chrétienne. Mais il parle aussi de sa femme qui l'a suivi et qui avait cette maison aussi juste à l'entrée du camp, qui était magnifique, qui avait des fleurs. C'était un moment exceptionnel de leur vie. Or, cette femme, elle s'est rendue compte de ce que faisait son mari, mais elle n'a rien dit. Et elle est traumatisée, tourmentée. Quand Gita Sereny vient la voir, elle lui dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. Elle est très ambivalente. Et elle se rend compte finalement que son mari l'aimant de façon exceptionnelle, on va dire, s'il lui avait demandé de changer de poste, bon, ça n'aurait pas changé le sort de Treblinka, n'est-ce pas ? Mais de demander une autre affectation, il l'aurait demandé. Donc c'est pas que l'individu, c'est toute une famille qui peut être impliquée dans un processus. Et l'autre chose, alors qui est plus positive dans le domaine de ce qui peut se passer dans un génocide, vous avez un grand livre de Christopher Browning, Des hommes ordinaires, dans lequel il raconte comment des policiers allemands vont se mettre à tuer à la chaîne des Juifs en Pologne et puis en Ukraine. Mais ils ont le choix. Figurez-vous qu'ils ont le choix, c'est-à-dire que quand ils sont pas au courant en fait, quand on les a mobilisés, ils sont trop vieux pour faire la guerre. Mais quand leur chef leur demande de leur explique leur boulot, vous pouvez sortir des rangs. Il y en a une petite minorité qui s'en vont, puis les autres vont continuer. Bon, donc il y a déjà un choix, et ceux qui refusent ne sont pas punis. Mais pour cette question de l'inhibiteur dont on en a parlé par rapport aux aminos, il y a un petit événement qui est assez extraordinaire, qui est raconté dans le procès des hommes de ce 101e bataillon qui va se faire
en Allemagne dans les années 60. C'est un homme qui voit au déchargement des camions les Juifs qui vont être exterminés, tués dans les ravins, dans le ravin qui est juste à côté. Et il voit sortir du camion une femme et une autre jeune fille qui semble pour lui être sa fille. Bon. Et il est intrigué parce qu'il les trouve très allemandes. Et donc il va voir ces deux femmes et il parle un peu avec elles, et il s'aperçoit qu'elles viennent de la même région que lui en Allemagne. Et là, il va voir son chef et il dit « J'arrête, je ne peux plus continuer ». Donc vous avez ce processus d'identification qui se fait là, qui est minoritaire, mais quand même très important. Et ça, c'est une manière de répondre à la notion de crime contre l'humanité, vous voyez. Parce que c'est une notion juridique qui serait trop long à expliquer, mais ce crime contre l'humanité, c'est aussi un moment où on se dit « je peux pas y aller, ça s'arrête ». Alors, c'est une autre conception de la morale, vous voyez. C'est pas les grandes idées, etc. C'est simplement que c'est deux êtres humains qui se rencontrent et l'un qui a le pouvoir à ce moment-là dit « je peux pas ». Ça, je trouve que c'est à méditer. Merci de cette réaction. Boris Cyrulnik, vous avez forcément vous aussi réfléchi à cette notion de crime contre l'humanité. Oui, bien sûr, puisque j'ai même eu à la subir. Donc ça m'a obligé à y réfléchir. Et je témoigne totalement, comme Jacques Semelin vient de le dire, c'est-à-dire que pour moi, il y a l'ambivalence, il n'y a pas le mal contre le bien, il n'y a pas le diable contre le bon Dieu. Il y a un contexte auquel on se soumet, et quand il est parfois difficile de rester soi-même dans un contexte quand on est embarqué. J'ai rencontré Christopher Browning et j'ai parlé avec lui des gendarmes du 101e bataillon. Or, c'étaient tous des Allemands diplômés, très cultivés. C'est-à-dire, quand on parle de l'Allemagne en disant que c'était des barbares, c'est pas vrai, c'était le peuple le plus cultivé d'Europe à qui on doit des philosophes, des scientifiques, des musiciens. Enfin, vraiment, c'est eux qui ont marqué. Il y avait le vote chez les femmes allemandes à cette époque-là. Donc, il y avait une dignité, mais il y a eu un phénomène psychosocial, la pression du conformisme, et ceux qui échappaient à la pression du conformisme se retrouvaient tout seuls. Et personne dans cette salle n'est capable de vivre seul sans autre. C'est-à-dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre autour de moi. Sans autre, je ne développe aucune de mes compétences. Je suis rien, même si j'avais toutes les promesses génétiques, biologiques, neurologiques, philosophiques. Même si j'avais toutes les promesses, je ne tiens aucune de ces promesses parce qu'il n'y a pas d'altérité. Or, ce phénomène d'empathie, c'est aussi un de vos copains qui a proposé cette notion. C'est pas Hobbes, non, c'est Hume qui a proposé ce concept d'empathie, c'est-à-dire l'aptitude de se décentrer de soi pour se mettre à la place de l'autre. On ne se met jamais à la place de l'autre, mais on peut se décentrer de soi pour se représenter le monde mental d'un autre. Et ce processus d'épanouissement, de libération, d'échappement au contexte, les animaux l'ont peu. Ils l'ont un petit peu, mais pas beaucoup. Les animaux vivent dans le contexte sensoriel qu'ils savent déjà traiter. Ils commencent probablement à avoir une patte dans le symbole, puisque un objet mis là peut représenter quelque chose qui n'est pas là, donc on peut appeler ça, si vous voulez, un symbole. Ils ont un monde mental qui est fait d'odeurs, de cris, de souvenirs, d'images, mais probablement pas de mots. Ou alors, s'il y a des mots dans le monde mental de chien, c'est que c'est un monde mental de prosodie verbale. C'est par exemple, j'ai un chien lacanien et quand je lui lis des passages de Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue. Il adore Lacan. C'est le seul qui arrive à le comprendre en plus.
Mais mon chien est très intelligent. Or, on va en montagne et on va promener les chiens. Et je dis, mon ami, on dit, on y va. Et hop, les chiens filent vers la porte. Qu'est-ce qui les a stimulés? Est-ce que c'est la double articulation? On, nous tous, I, là-bas, on va marcher pour sortir. Ou est-ce que c'est la prosodie, la musique, on y va? C'est la musique, on y va. C'est pas le contenu des mots, c'est la musique qui représente quelque chose qui n'est pas là. Donc c'est un début de symbole, c'est pas des mots humains, c'est un début de symbole qu'il commence à comprendre. Alors, les vétérinaires avec qui je travaille me disent que Claude Beata me dit qu'il évalue à peu près à 150, 200 le nombre de mots que nos chiens peuvent comprendre. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. Mais ça veut dire quand même que c'est pas la coupure, les animaux d'un côté, les hommes de l'autre. Sauf que nous, on arrive au monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe qui caractérise la condition humaine. Et là, on échappe au contexte. Et avec un récit, on peut rendre présent quelque chose qui est totalement impossible à percevoir. Dieu, une guerre qui s'est passée il y a 2000 ans ou il y a 500 ans au Kosovo, une guerre ou quelque chose qui va nous arriver, la mort. On est capable d'éprouver des sentiments qu'on ressent dans notre corps provoqués par une représentation qui désigne quelque chose de totalement invisible et impossible à percevoir. Et là, notre parole, notre aptitude à la parole nous crée en même temps l'aptitude à tuer l'autre sans culpabilité si on peut inventer un récit qui légitime la mise à mort de l'autre. Et alors, on voit l'inquisition chrétienne, la colonisation, tout ça, c'était au nom du bien. On a détruit, tué des gens, on les a torturés. Alors, la torture dont Jacques Semelin a parlé, quand je vais souvent au Proche-Orient, et la torture est très pratiquée par tous les pays. Et une femme a réussi. Il y a des échanges, elle a été torturée et elle réussit à rentrer chez elle. Mais son bourreau sait où elle habite. Et il se contente le soir de téléphoner, elle décroche le téléphone et il dit simplement « c'est moi ». Et hop, elle est folle d'angoisse, elle ne peut plus dormir parce que la voix de son bourreau lui rappelle la torture qu'il lui avait infligée 1 an, 2 ans, 3 ans avant. C'est-à-dire qu'un mot déclenche une souffrance psychique et physique parce qu'il évoque quelque chose qui n'est plus possible de le percevoir, une torture passée. Et cette aptitude à la parole, et qui fait notre merveille, qui fait la condition de nos œuvres d'art, nos chanteurs, nos poètes, nos romanciers, nos philosophes, Descartes si vous voulez, donc cette aptitude à la parole qui fait la merveille de la condition humaine peut faire aussi son horreur. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas mettre le bien contre le mal. Tout dépend comment, si notre structure... Si notre récit permet de rencontrer ce que vient de dire Jacques, si notre culture, notre récit permet de rencontrer quelqu'un, même si on n'est pas d'accord, c'est une rencontre humaine, l'autre est là, et voilà, je ne peux pas faire autrement qu'il ne soit pas là. Alors, je peux être agressif, ad gredior, je peux aller dans son territoire et je vais te faire savoir que je ne suis pas d'accord avec toi. On va se disputer, mais je ne suis pas violent, je ne veux pas ta mort, je ne vais pas rentrer dans ton corps pour te faire exploser. Donc ça veut dire que cette merveille humaine, c'est le biface. C'est la merveille et l'horreur. C'est l'horreur si on se soumet à un seul récit, un seul chef. Alors il y a le totalitarisme religieux, mais il y a aussi le totalitarisme idéologique, et il y a même le totalitarisme scientifique. Je cite toujours l'exemple de Lysenko, ami de Staline, qui, quand j'étais en Roumanie avant la chute du mur,
Et j'étais pas encore médecin, je voulais faire médecine. Je visite la faculté de médecine de Bucarest. Il y avait des banderoles. Le chromosome n'existe pas. C'est une invention des bourgeois destinée à légitimer le capital. Tout étudiant qui parle de chromosome sera collé. C'est-à-dire que c'était l'époque où à Marseille, on faisait des photographies, on découpait, il y a des médecins dans la salle, on découpait avec un ciseau pour apparier, pour voir les chromosomes. Eh bien, idéologiquement, scientifiquement, au nom de la science, le chromosome devait ne pas exister. Donc je pense que si on n'accepte pas de se décentrer de nous pour se représenter le monde d'un autre, on est tous, c'est ce qu'on disait avec Tzvetan Todorov, il y a toujours un moment où notre empathie s'arrête et où on est capable de crimes. Nous tous. La preuve, c'est que depuis qu'on est ensemble dans cette salle, 70 723 Chinois sont morts. Qui porte le deuil de ces Chinois? Qui en souffre? Personne. On s'est tous comportés comme des pervers. Mais la définition de la perversion, c'est la définition actuelle de la perversion, c'est celle qui vit dans un monde sans autre. Je suis pervers parce que, comme le disait Lacan, je suis pervers parce que la seule loi, c'est celle de mon désir. Il n'y a pas d'autre loi. Je passe à l'acte parce que tel est mon désir et l'autre n'est même pas l'objet, c'est la chose de mon désir, c'est même pas l'objet. Alors cette définition de la perversion, c'est la définition actuelle. Quand j'étais étudiant en médecine et en psycho, on disait que la fac de médecine et le conseil de l'ordre et l'Église nous disaient « et pervers, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant ». Il y a des pervers à Nantes, hein. C'est-à-dire que... Alors cette définition, bien sûr, n'a aucun sens, et je préfère la définition, mon chien et moi, on préfère la définition lacanienne. Merci.